Un millionnaire prend une pauvre femme de ménage pour une invitée de marque lors d'un bal costumé de luxe. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Bonne écoute. Emily Lane récurait le sol en marbre du manoir Ashton avec son dévouement habituel, les genoux à terre, des gants jaunes aux mains et un flacon pulvérisateur dépassant de la poche de son tablier. La fête était un bal costumé luxueux, rempli de gens riches et s'ennuyant, déguisés en pirates, dieux grecs, fées et astronautes en costume. Mais Emily n'était pas déguisée. Son uniforme de nettoyage était réel, la saleté sur le sol aussi, et son salaire était tout aussi invisible qu'elle l'était. Soudain, quelqu'un s'arrêta derrière elle. Des chaussures italiennes brillantes, une coupe de champagne, un parfum coûteux et une voix grave. Waouh, quel réalisme! Vous prenez vraiment ce rôle de femme de ménage au sérieux, hein? Emily se leva lentement, pivotant sur ses talons, la serpillière à la main. Il était là, grand, charmant, parfaitement habillé dans un costume noir avec un sourire suffisant sur le visage. Gabriel North, milliardaire, PDG de North Enterprises, l'hôte de la soirée. Elle le regarda un instant et comprit qu'il pensait qu'elle était une invitée déguisée en femme de ménage. Emily haussa un sourcil, retint un rire et entra dans le jeu. « Eh bien, j'aime vraiment me mettre dans la peau du personnage. » Cette tache de vin dans le coin m'a presque fait monter les larmes aux yeux. Gabriel rit, appréciant visiblement ce qu'il croyait être une performance. « Vous êtes certainement l'invitée la plus originale ici. Tout le monde est venu avec des costumes hors de prix. Et vous avez apporté un balai. Ouais, j'ai dû me battre avec le jardinier pour avoir le meilleur accessoire. Heureusement, j'ai gagné le tirage au sort, répondit-elle sarcastiquement, s'appuyant sur sa serpillière comme s'il s'agissait d'une épée. Je suis impressionné, vraiment? Vous vous êtes même mise à terre. Quel dévouement. Merci. Mon prochain numéro implique de combattre un aspirateur possédé. Ça va être palpitant. Il éclata de rire. Vous êtes hilarante. Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu à l'un de ces événements? Emily eut un sourire malicieux. Oh, j'entre généralement par la porte de derrière. Mystérieuse en plus. Waouh, je commence à penser que vous êtes la meilleure partie de cette fête. Elle pencha la tête de façon dramatique. Et vous êtes le milliardaire qui pense faire un compliment à une femme de ménage déguisée. Un instant de silence, Gabriel cligna des yeux, confus, rit à nouveau et dit « D'accord, vous êtes doué. Vous m'avez presque eu. »« Presque, hein ?» dit-elle avec un clin d'œil. « Imaginez que ce soit vrai. Quel rebondissement !» Il lui tendit sa coupe de champagne. « Un toast, mademoiselle Lane ?»« Emily Lane. Sérieusement, on dirait un nom d'espionne. Maintenant, c'est parfait. » Un costume de femme de ménage avec un nom d'agent secret. Emily gloussa et accepta le verre avec un geste exagéré, presque comique. Elle savait que tout cela n'était qu'un malentendu, mais pour la première fois depuis longtemps, elle s'amusait vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait sans jugement, même si c'était par erreur. Ils continuèrent à discuter au milieu des lumières colorées, des costumes ridicules et des rires francs. Emily ne mentait pas, mais elle ne disait pas non plus toute la vérité. Gabriel, charmé par la spontanéité de cette invitée mystérieuse, savait au fond de lui que l'illusion ne durerait pas longtemps. Mais à ce moment-là, dansant avec un inconnu milliardaire avec son flacon pulvérisateur toujours accroché à son tablier, Emily choisit de vivre l'instant présent, juste pour une nuit. Le lendemain matin, alors que les réseaux sociaux bourdonnaient de photos de costumes extravagants et de vidéos de célébrités trébuchant sur leur cape de super-héros, Emily Lane était de nouveau à genoux, mais cette fois-ci en train de frotter le sol de la petite cuisine de la caravane qu'elle partageait avec sa mère. Le même mouvement que la veille au soir, mais maintenant sans les lumières, sans la musique, sans le champagne et sans la confusion impliquant des milliardaires. Juste l'odeur de l'eau de Javel, du café froid dans l'évier et des factures en retard fixées au frigo par un aimant qui disait « Souriez, Dieu vous aime ». Emily avait 23 ans, mais la vie avait déjà placé plus de poids sur ses épaules que sur celles de nombreux adultes ayant 3 fois son âge. Fille de Lorraine Lane, une ancienne enseignante retraitée pour invalidité après un AVC, Emily avait appris tôt à faire tout ce qu'il fallait pour faire tourner leur maison, ou plutôt leur caravane. Son père avait disparu quand elle avait 8 ans. Un accident de voiture sans témoin et avec beaucoup de questions. La police ne l'avait jamais résolu et la douleur était restée enfermée comme une boîte au fond d'un placard. Mais Emily n'était pas du genre à s'apitoyer sur son sort bien longtemps. Tandis que les autres filles collectionnaient les chaussures, Emily collectionnait les chiffons de nettoyage avec des noms.
Son préféré était Gertrude, le plus résistant. Alors que certains rêvaient de parcourir le monde, elle rêvait de suivre un cours de design d'intérieur. Mais pour l'instant, elle se contentait de réorganiser les meubles de la caravane le week-end, déplaçant le fauteuil comme s'il s'agissait d'une révolution artistique audacieuse. Elle travaillait pour une entreprise appelée Super Clean Events, une équipe de nettoyage spécialisée dans les événements haut de gamme. Travailler là-bas signifiait polir plus de dorures que de crasse et entendre plus de demandes ridicules que de compliments sincères. Mais Émilie avait un avantage que les autres n'avaient pas. Elle savait rire. Elle riait des situations, des clients, des panneaux ne pas touchés dans les salles de bain en marbre. Elle riait même de sa propre vie, peut-être pour ne pas pleurer. Et c'est peut-être pour cela que ce soir-là, au bal costumé, même à genoux avec une serpillière à la main, elle ne s'était pas offensée quand un milliardaire l'avait prise pour une invitée de marque. En fait, elle avait trouvé cela drôle. Le monde était si absurde parfois que si quelqu'un voulait croire que sa vie était une pièce de théâtre, pourquoi ne pas le laisser faire? Ce même matin, elle avait préparé des flocons d'avoine pour sa mère, s'était assise à la table de cuisine en plastique et lui avait raconté toute l'histoire, riant entre deux bouchées. « Tu aurais dû voir ça, maman. Le gars le plus riche de la fête me félicitait de passer la serpillière avec autant de passion. Il disait que je rentrais vraiment dans le personnage. J'ai failli m'auto-décerner le prix du meilleur concierge dramatique de Hollywood. » Lorraine, qui avait du mal à parler mais souriait avec tout son amour, murmura simplement « Et tu l'as laissé croire ça ?» Émilie haussa les épaules. « Eh bien, je n'ai pas menti. Je ne l'ai juste pas corrigé. Il pensait que j'étais une invitée. Ça me va. Je ne dois juste pas tomber amoureuse, n'est-ce pas? Ces histoires ne fonctionnent que dans les telenovelas. » Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait vraiment vu Émilie, même si c'était par erreur. Parfois, l'âme a juste besoin d'un moment d'illusion pour commencer à se souvenir de sa valeur. Cette même Émilie qui dansait dans le hall au son du jazz, riant d'elle-même et laissant un milliardaire curieux, était toujours celle qui rentrait chez elle et triait le recyclage dans des bacs étiquetés. Mais quelque chose s'était éveillé en elle cette nuit-là, et qui était là pour le remarquer? Seulement un certain bâtard nommé Spud, qu'elle avait adopté après l'avoir trouvé abandonné près d'un restaurant chic qui jetait de la nourriture comme si le monde n'avait faim que d'apparence. Spud était son compagnon silencieux pendant les moments de réflexion. Et cet après-midi-là, allongée sur le canapé usé avec Spud ronflant sur le tapis, elle chuchota « Imagine Spud s'il découvrait la vérité. » Le chien poussa un long soupir. Émilie aussi. Puis elle rit. Il s'enfuirait probablement pour se laver les mains, hein? Il n'a jamais tenu une serpillière de sa vie. Il pense probablement que le désinfectant est servi dans une bouteille de vin. Et puis le téléphone sonna. « Bonjour, Emily Lane. Ici North Enterprises. Monsieur Gabriel North demande si vous pourriez venir au bureau demain à 9 h. Il aimerait vous parler en personne. » Émilie fit silence. Elle regarda Spud. Le chien ouvrit un œil, se gratta l'oreille et se recoucha. Elle s'éclaircit la gorge. « Juste une question. Sait-il qui je suis? » Il a seulement dit que c'était urgent, et que si votre deuxième performance est aussi bonne que la première, il aurait une offre pour vous. Elle raccrocha, resta immobile, puis regarda son reflet dans la cuillère en métal. D'accord, soit il va me virer d'un travail que je n'ai même pas, soit il va m'embaucher pour quelque chose d'encore plus ridicule. Spud aboya. Émilie se leva. C'est l'heure de frotter les baskets avec notre meilleur nettoyant, Spud, parce que demain la femme de ménage monte au bureau du patron. Gabriel North ne savait pas ce qu'était le silence. Pas le genre de silence profond et dérangeant. Sa vie était remplie de bruit. Contrat, réunion, téléphone qui sonne, notifications clignotant sur plusieurs écrans. C'était le genre d'homme qui dormait avec son téléphone à côté du lit et se réveillait à 5 h du matin pour méditer pendant exactement 3 minutes chronométrées. PDG de North Enterprises, une holding avec des branches dans la technologie, la construction, l'événementiel et, ironiquement, même le nettoyage industriel. Son emploi du temps était découpé en tranches de 15 minutes. Même les déjeuners avaient des délais. Et son cœur, eh bien, il était compartimenté lui aussi. Depuis son divorce avec Harper, une mondaine dont le but principal dans la vie était d'être photographiée sans jamais porter 2 fois les mêmes boucles d'oreilles, Gabriel évitait toute relation qui ne rentrait pas proprement dans un tableau Excel. Il avait un fils, Noah, 8 ans, qui vivait avec lui 1 semaine sur 2.
Gabriel essayait d'être un père présent à sa manière. Il engageait les meilleurs tuteurs, payait les camps les plus exclusifs et achetait tous les jouets vus à la télé. Mais malgré cela, le garçon semblait préférer parler au chauffeur plutôt qu'à son propre père. Gabriel ne voyait pas cela comme un échec, juste comme une autre variable difficile à calculer. Mais vint alors la fête, cette maudite fête costumée. Il n'avait même pas envie d'y aller. Son associé avait insisté pour garder les apparences auprès des investisseurs et des sponsors du nouveau projet architectural de la ville. Gabriel s'était présenté habillé comme un agent secret en mission d'affaires, en gros lui-même, mais avec un faux insigne de revers et un sourire plus forcé que d'habitude. Il s'ennuyait, entouré de gens couverts de plumes et de paillettes, et de champagne se renversant sur des sols qui coûtaient probablement plus cher qu'une voiture neuve. C'est alors qu'il la vit, une femme accroupie au milieu de la salle de bal, nettoyant une tache de vin avec le genre de concentration que l'on attendrait de quelqu'un recevant un prix. Et qu'a-t-il pensé? Fantastique, une invitée qui prend vraiment le réalisme au sérieux. Il y avait quelque chose chez elle, pas une beauté exagérée, bien qu'elle soit belle d'une manière très naturelle. Ses traits étaient vifs, ses joues roses, et ses yeux avaient ce regard comme s'il se moquait du monde. Même quand elle était sérieuse, c'était autre chose. C'était sa présence. La façon dont elle ne semblait pas essayer d'impressionner qui que ce soit, comme si elle s'en fichait, comme si elle était à sa place à sa manière. C'est pourquoi il s'est approché. Pourquoi il l'a qualifiée de dévouée, d'impressionnante, et a supposé qu'elle était une actrice ou une sorte de performeuse, engagée pour divertir les invités. Et c'est pourquoi il a été attiré par elle, même s'il ne savait pas trop pourquoi. Elle riait de ses blagues, le taquinait en retour. Elle avait de l'esprit sans être impolie. Elle était intelligente sans essayer de prouver quoi que ce soit. Elle lui avait dit son nom, Emily Lane, et il s'en souvenait comme s'il s'agissait d'un secret précieux. Mais le lendemain matin, la réalité a frappé à la porte. La vidéo de leur conversation était déjà devenue virale. Un milliardaire flirte avec une vraie femme de ménage lors d'une fête d'élite. Simple malentendu ou romance improbable, TikTok explosait face à ce moment hilarant entre le PDG et le personnel de nettoyage. Et les commentaires étaient une tempête de théories, de blagues et d'humiliations publiques pour Gabriel. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vulnérable face à l'opinion publique. Et pour un homme comme lui, c'était le péché ultime. Mais au lieu de l'éloigner, cela l'a rapproché. Car en revoyant la vidéo, quelque chose est devenu clair. Elle savait. Emily savait qu'il l'avait prise pour une invitée. Et au lieu de le corriger, elle avait joué le jeu avec style, ironie et confiance. Et s'il y avait une chose que Gabriel North respectait, peut-être même plus que l'argent, c'était l'authenticité et le courage. Alors, ce matin-là, il a appelé son assistante personnelle. « Trouvez qui est Emily Lane où elle travaille. Je veux qu'elle soit au siège social demain à 9 h. Pour quel motif, monsieur? Dites-lui que j'ai une offre qu'elle ne voudra pas refuser. » Il raccrocha. Et pour la première fois depuis longtemps, il resta près de la fenêtre de son immeuble, regardant la ville qu'il avait aidé à construire et se demandant où elle pourrait bien s'insérer dans le puzzle. Le lendemain, Emily entra chez North Enterprises vêtue de son meilleur jean, de vieilles baskets qu'elle avait nettoyées avec une brosse à dents et d'un pull à col roulé qu'elle avait emprunté à sa voisine. Elle attacha ses cheveux en un chignon désordonné et mit du rouge à lèvres couleur fraise, parce qu'on ne sait jamais, pensa-t-elle. Le hall d'entrée était assez grand pour accueillir un match de basket avec assez de place pour un mariage. Réceptionnistes élégantes, art moderne, sécurité partout. Emily déglutit difficilement mais garda la tête haute. Amusons-nous un peu pour ceux qui lisent les commentaires, d'accord? Tapez hot dog dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Je suis ici pour voir Monsieur North. La réceptionniste la dévisagea de haut en bas. Votre nom? Emily Lane. Il m'attend. Ce furent les 10 minutes les plus longues de sa vie avant qu'on ne l'appelle pour monter. Gabriel North l'accueillit dans une salle vitrée au 42e étage. Vue panoramique sur la ville. Climatisation assez froide pour geler les émotions. Et il était là, debout, les mains dans les poches. Emily Lane. Gabriel North. Elle adopta son ton formel. Ravi de vous revoir avec moins de confettis et plus de béton cette fois. Il rit. Vous m'avez surpris. Et ça n'arrive pas souvent. Ce doit être un don que toutes les femmes de ménage possèdent en cachette. Ou peut-être le talent des femmes qui savent gérer l'imprévu. Silence. Mais pas le genre de silence gênant. Un silence curieux,
Il fit un pas vers elle. « Je veux vous faire une offre. J'ai vu comment vous avez géré la situation sans script. C'est rare n'importe où, et surtout dans le monde de l'entreprise. Si cela implique de raconter des blagues sur les serpillières pendant les réunions, j'en suis. En fait, je veux que vous vous occupiez de l'aménagement créatif de notre nouvel immeuble. Tout l'espace, un concept moderne, fonctionnel, accessible. Vous auriez une liberté créative totale. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes sérieux? » »« Très. Et je vous paierai 5 fois ce que vous gagnez en nettoyant des salles de bal. Et si je vous disais que je n'ai jamais rien fait de tel auparavant? Alors je dirais que les meilleures personnes sont celles qui commencent à faire ce qu'elles aiment, avant même que quiconque ne les paye pour ça. » Émilie croisa les bras, pensive. « Alors maintenant, vous essayez de transformer une femme de ménage en designer de luxe. C'est ça? Je veux voir ce qui se passe quand un vrai talent est placé au bon endroit. » Elle regarda droit dans les yeux l'homme en face d'elle. Riche, puissant, froid à l'extérieur, mais avec une étincelle dans les yeux qu'elle n'avait pas vue à la fête. Émilie sourit. « D'accord, mais sachez juste que ma palette de couleurs préférée est tout ce qui ne se tache pas facilement. » Gabriel lui tendit la main. « Bienvenue dans le projet. » Elle la serra fermement et dans cette poignée de main, 2 mondes complètement différents commençaient vraiment à entrer en collision. Plus par accident, mais par choix. Pour son premier jour en tant que consultante créative temporaire, Emily Lane arriva au siège de North Enterprises avec le courage sur le visage et la peur bien cachée dans son sac à dos. Gabriel l'avait placée sous la supervision de l'architecte principal du projet, un Français nommé Laurent, qui parlait plus avec ses mains qu'avec sa bouche. « Vous êtes la décoratrice nettoyeuse ?» demanda-t-il en fronçant le nez, comme s'il avait senti un chiffon sale. Émilie prit une grande inspiration et répondit avec sa meilleure défense, le sarcasme. « Oui, mais ne vous inquiétez pas. Je ne décore qu'avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. » Laurent s'offusqua, mais Gabriel entra dans la pièce et, d'un simple signe de tête, fit taire le Français comme s'il avait une télécommande. « Elle ne rend compte qu'à moi. Mais, monsieur North, avec tout mon respect, elle n'a aucune formation formelle. Et vous n'avez aucun bon sens. Vous voyez, nous avons tous nos talents. » Émilie retint un rire, mais intérieurement, elle comptait les points. Petit à petit, elle commença à parcourir les étages des nouveaux bureaux, proposant des idées simples et efficaces qui surprirent les costumes-cravates. Des plantes dans les couloirs pour apporter de la chaleur, des bureaux modulaires pour éviter l'isolement, des couleurs neutres, avec des touches d'orange parce que personne ne peut s'endormir avec de l'orange qui clignote sur les murs, disait-elle. Mais à chaque pas en avant venaient les murmures. Certains employés la reconnaissaient grâce à la vidéo virale de la fête. D'autres lui lançaient simplement des regards méprisants. C'est la fille à la serpillière, la préférée du patron. Il y a probablement une sorte de deal entre eux. Émilie entendait tout et elle se cachait derrière le même sourire qu'elle portait depuis ses 12 ans. Quand sa mère lui disait « Le monde te traitera comme une moins que rien. C'est à toi de décider si tu vas briller. » Quoi qu'il en soit, à la 3e semaine, Gabriel commença à se montrer plus souvent sur le chantier. Parfois juste pour vérifier l'avancement. Parfois juste pour entendre Émilie se moquer des choix de moquette. Parfois juste pour entendre sa voix. Il ne cachait plus vraiment la légèreté entre eux. Les blagues idiotes, les rires inattendus, les regards qui s'attardaient une demi-seconde de trop. « Vous avez changé, dit-il un après-midi, s'appuyant contre le mur de la salle témoin. « Oh, c'est le nouveau désinfectant. Ça sent l'estime de soi. » Il rit, elle rit. Et le silence qui suivit en disait plus que n'importe quel mot. Mais ce qui ressemblait à une comédie romantique réconfortante, avec une fin prévisible, se transforma en tremblement de terre le lendemain matin. Le tabloïd numérique Manhattan Secret lâcha une bombe. Le PDG de North Enterprises, impliqué avec le personnel de nettoyage après une fête costumée. Sous-titre: Des sources affirment que la relation a commencé pendant les heures de travail. L'article incluait une photo des deux. Gabriel souriant. Émilie les bras croisés devant l'immeuble de l'entreprise. Rien d'incriminant. Mais l'article inventait ce que la photo ne montrait pas. Selon lui, Émilie avait été promue en échange de faveurs personnelles. Il y avait des citations anonymes d'employés, des théories méchantes, des insinuations vicieuses dans les commentaires. Une autre qui a gravi les échelons avec une serpillière. Une femme de ménage avec un talent de VP. Le nouvel amour du patron doit être un amour pour le drame. Émilie.
lut tout cela les yeux écarquillés et les mains glacées. La première chose qu'elle fit fut de se précipiter au bureau de Gabriel. « Vous avez vu ça ?» Il leva les yeux de sa tablette et hocha la tête, bien trop calme. « Eh bien, on va poursuivre en justice. »« Poursuivre ? C'est tout ce que vous avez à dire ? Vous savez ce que cela va me faire. » « À vous, Émilie. » C'est une attaque directe contre ma réputation. Elle resta silencieuse un moment, comme si elle venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Oh, je vois. Votre réputation. Vous êtes attaqué, vous aussi. Non, moi je suis écrasé. Vous irez à une réunion avec votre avocat. Moi, je redeviendrai la femme de ménage qui s'est montrée trop ambitieuse. » Gabriel se leva et s'approcha. « Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Non ? Alors dites-moi, avez-vous seulement pensé à dire aux gens que vous m'avez embauché parce que vous avez vu du talent? Ou avez-vous simplement laissé croire que je suis une distraction ?» Il ne répondit pas, et cette fois, le silence cria plus fort que n'importe quel scandale. Émilie sortit. Elle descendit les escaliers, les 42 étages. En bas, elle vit son visage sur un kiosque à journaux, souriante à côté de Gabriel. Légende, la belle et le nettoyage. Le nouvel amour de North. Sur le trottoir, les reporters s'attroupaient. Caméra, micro, questions sans filtre. « Émilie, étiez-vous vraiment une femme de ménage? Comment avez-vous obtenu ce poste? Sortez-vous avec le patron ?» Elle se couvrit le visage de la main et s'enfuit. Pas chez elle, pas au travail. Elle courut n'importe où, loin de ce monde de plastique. Pendant ce temps, dans le penthouse de Gabriel, son assistante personnelle demanda « Voulez-vous que les relations publiques publient un communiqué disant que Mademoiselle Lane ne fait pas partie de l'entreprise ?» Il réfléchit quelques secondes, puis répondit froidement « Non, ne dites rien. Laissez l'histoire mourir. » Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'en restant silencieux, il finissait par confirmer le mensonge. Et Émilie l'apprit, non pas par les informations, mais par quelqu'un en qui elle avait confiance. La réceptionniste de l'entreprise, Madame May, la trouva le lendemain après-midi assise sur les marches de sa caravane, tenant un verre de lait avec les yeux gonflés. « Il n'a pas dit un mot, ma chère, rien, comme si tu n'existais pas. » Émilie serra fermement le verre, avala sa douleur et dit « C'est bon, j'ai déjà été invisible auparavant. J'avais juste oublié ce que ça faisait. » La ville ne s'arrêta pas et Emily Lane non plus. Même si chaque partie d'elle voulait s'allonger, s'envelopper dans une couverture et se couper du monde, Emily savait une chose. La honte ne paie pas les factures. Alors, 2 jours après le scandale, elle mit son plus beau chemisier boutonné, celui sans tache de javel, fixa son chignon au sommet de sa tête et sortit de la caravane, marchant avec autant d'assurance qu'elle pouvait en simuler. « Où vas-tu, ma chérie ?» demanda sa mère d'une voix faible. « Reprendre mon nom. » Et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle ne retourna pas au siège de North Enterprises. Elle ne parla pas aux reporters. Elle ne chercha pas Gabriel. Émilie alla directement au seul endroit où elle s'était toujours sentie valorisée, sa communauté de quartier. Le centre communautaire, où elle faisait du bénévolat pour enseigner l'organisation de la maison le mardi. Le magasin de Madame Ruth, où elle aidait à redécorer les vitrines avec des matériaux recyclés. La petite bibliothèque, où elle triait les livres pour enfants. Là-bas, personne ne l'appelait la concierge infiltrée ou la star du scandale. Là-bas, elle était juste Émilie, et c'était suffisant. Mais le destin, avec son propre sens de l'humour, ne faisait que commencer. Alors qu'elle rangeait des livres pour enfants au centre communautaire, un homme en costume bleu marine entra. « Êtes-vous Emily Lane ?» Elle se retourna lentement. L'homme tenait un dossier et un sourire nerveux. « Je viens des éditions Grant. J'ai vu votre entretien sur la chaîne communautaire hier. » « Entretien ?»« Oui. Une dame aux cheveux bleus a parlé avec vous et a tout enregistré. La partie où vous dites « Je n'ai pas besoin d'un badge pour prouver ma valeur. Je crée mes propres opportunités, même avec du ruban adhésif et de la créativité. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. C'était une discussion décontractée avec Madame Ruth, pas un entretien. C'est fini sur Internet. C'est devenu viral. Et honnêtement, vous parlez mieux que la plupart des influenceurs. J'aimerais vous parler de la rédaction d'une chronique mensuelle. Quelque chose comme le design de survie urbaine. Émilie faillit renverser une pile de livres. Vous voulez que je... Nous voulons plus que cela. Nous voulons votre perspective, votre créativité, votre histoire. Elle sourit. Pour la première fois depuis le scandale, elle se sentait à nouveau vivante. Et ce n'était que le début. Première semaine. Émilie lance sa chronique. L'article «
Comment décorer pour moins de 50 $ et quand même impressionner sa belle-mère bat des records de vues. Deuxième semaine. Une émission de télé locale l'invite pour un segment hebdomadaire. Elle partage des astuces comme la réutilisation des boîtes de conserve, la restauration de meubles avec de vieux tissus et la fabrication de bougies parfumées avec des écorces d'orange. Troisième semaine. Une influenceuse reposte l'une de ses citations « Être pauvre n'est pas laid. Ce qui est laid, c'est de traiter ceux qui ont moins comme s'ils étaient invisibles. » Le public a adoré. Les commentaires ont afflué. Cette femme est un rayon de soleil. Elle a réussi sans tapis rouge. Emily Lane, présidente. L'ironie. Emily montait plus vite en dehors de l'entreprise de Gabriel qu'elle ne l'avait jamais fait à l'intérieur. Pendant ce temps, Gabriel regardait tout cela de loin. Sur l'écran de son ordinateur, il suivait les chiffres, les vidéos, les chroniques, les interviews. Emily prospérait et elle n'utilisait pas son nom de famille. Elle n'avait pas besoin de son approbation. Elle s'était élevée toute seule et cela le laissait déchirer. Une partie de Gabriel admirait profondément ce qu'il voyait. Une autre partie se sentait de trop. Il avait l'habitude d'être le point de départ des grandes histoires. Il ne savait pas comment gérer quelqu'un qui grandissait malgré lui et non grâce à lui. C'est alors que Noah, son fils, entra dans la pièce et dit « Papa, pourquoi l'as-tu laissé partir ?» Gabriel ferma son ordinateur, pris au dépourvu. « Ce n'est pas si simple, fiston. Si, tu es resté silencieux quand les gens ont dit du mal d'elle. Si c'était moi, tu aurais parlé. » Le garçon croisa les bras. « Elle m'a aidé pour mon projet de science. Elle m'a appris à coller avec de la colle maison et à construire une maquette avec des boîtes de savon. Elle était cool et maintenant elle est partie. » Gabriel ne dit rien. Cette nuit-là, il sortit sur le balcon de son penthouse. Le vent froid frappa son visage, mais il le remarqua à peine. Il ne cessait de penser à tout ce qu'il n'avait pas dit, tout ce qu'il n'avait pas fait. Pour la première fois, quelqu'un avait touché sa vie sans rien demander en retour, et il avait laissé le monde l'étiqueter sans lever le petit doigt. Mais cela n'allait plus se reproduire. Le lendemain, Émilie reçut un appel du centre communautaire. « Émilie, il y a un homme ici. Grand, costume cher. On dirait qu'il ne s'est jamais assis sur un canapé couvert de plastique. C'est lui ? Il a apporté une boîte à outils et un tas de plantes. » Émilie raccrocha et courut là-bas. Gabriel était à genoux, essayant d'installer une étagère. Il transpirait à grosses gouttes, avait une égratignure sur le bras et semblait avoir maudit chaque vis du magasin. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle stupéfaite. « J'essaie d'arranger les choses avec des clous et des plantes. »« Ça marche ?» Elle croisa les bras, regardant le désordre autour de lui. « Vous avez apporté des fougères dans un bâtiment communautaire ? Je pensais que ça donnerait un aspect plus tropical à l'endroit. » Elle rit. « Lui aussi. Eh bien, je ne sais pas si les fougères réparent les cœurs blessés, mais pour l'effort, vous marquez un point. Un point sur combien ? Sur 1000 ? Génial. Plus que 999. » Émilie secoua la tête, mais au fond d'elle, elle le savait. Gabriel North essayait. Pas de discours, pas de projecteur. À sa manière maladroite, il essayait vraiment. Et elle était prête à voir où cela pourrait mener. Gabriel North n'était pas le genre d'homme qui pliait facilement, ni devant la concurrence, ni devant les sentiments. Toute sa vie, il avait cru que la vulnérabilité était un risque et que tout signe de faiblesse était une invitation à la chute. Il avait donc construit des murs hauts, froids, impénétrables. Il préférait les chiffres aux gens, les réunions aux rendez-vous, les contrats aux conversations, jusqu'à ce qu'Emily Lane entre dans sa vie comme une tempête déguisée en brise. Depuis le scandale, beaucoup de choses avaient changé. Mais ce qui surprenait Gabriel, ce n'était pas à quel point les gens parlaient d'Emily. C'était qu'il n'arrivait pas à arrêter de penser à elle. Ses gestes, ses remarques intelligentes, la façon dont elle gérait le chaos avec humour. C'était comme si elle lui avait montré un tout nouveau monde, un monde où être authentique comptait plus que les apparences. Émilie, d'un autre côté, tenait bon. Après avoir été jetée au cœur d'une tempête publique, elle aurait pu disparaître. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est montrée de la manière la plus authentique possible. Elle est retournée dans sa communauté, a relancé des projets avec des enfants et des femmes retraitées, a redécoré la bibliothèque locale avec des cajots de fruits peints à la main et a utilisé ce qu'elle avait, du talent, de la force et du courage. Le monde l'a remarqué. Les journaux locaux ont commencé à demander des entretiens. Des chaînes YouTube voulaient en savoir plus sur la femme qui avait surmonté les préjugés avec créativité et humour. Un commentaire qu'elle avait fait.
enregistré par accident par une amie lors d'une discussion décontractée, est devenu viral. Si le monde me voit comme une femme de ménage, c'est bien. Ce qu'il oublie, c'est qu'une femme de ménage décore, organise et transforme aussi. Cette phrase s'est propagée comme une traînée de poudre et elle a suffi à changer le cours de son histoire. Gabriel regardait tout cela de loin. Et plus il voyait Émilie briller, plus il réalisait qu'il n'avait peut-être jamais vraiment compris ce que signifiait avoir de la valeur. Parce qu'elle, sans rien avoir besoin de lui, montrait à tout le monde et à elle-même qu'elle avait toujours possédé quelque chose de précieux, la dignité. Et la différence maintenant, c'était que le monde y prêtait enfin attention. Émilie ne voulait pas revoir Gabriel. Cela faisait encore mal de se souvenir de son silence quand elle avait le plus besoin de lui. Mais alors, de nulle part, il a commencé à apparaître. Au début, discrètement. Un mot laissé au centre communautaire avec une plante en pot pour l'architecte de l'espoir. Puis en personne, les manches retroussées, transpirant en essayant d'installer des étagères de travers. C'était ridicule et aussi sincèrement doux. Elle aurait pu lui dire de partir, mais elle ne l'a pas fait parce qu'au fond d'elle, quelque chose dans cette tentative maladroite de réparer par des actions ce qui ne pouvait pas être réparé par des mots touchait son cœur. Ils commencèrent à se voir plus souvent. Pas d'étiquette, pas de promesses. Elle organisait des ventes de charité. Il se présentait avec des dons discrets. Elle animait un atelier de bricolage en papier recyclé et lui, bien qu'il ne sache pas plier un avion en papier, se portait volontaire pour peindre des tables, quitte à finir avec de la peinture dans les cheveux. Lors de l'un de ces événements, Gabriel a pris le micro à la fin de la soirée et a surpris tout le monde. Il n'a dit que quelques mots, mais ils avaient du poids. On m'a appris à reconnaître les chiffres, les indicateurs, les résultats. Mais cette femme m'a appris à reconnaître la vraie valeur, et cela aucun graphique ne peut l'expliquer. Émilie baissa les yeux. Son cœur voulait y croire. Son esprit se protégeait d'encore. Sur le chemin du retour, il l'accompagna à l'arrêt de bus. Le vent était froid. Elle se frotta les mains, essayant de cacher ses frissons. Il enleva son écharpe et sans dire un mot, l'enveloppa doucement autour de son cou. Elle ne l'enleva pas. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », dit-elle sans le regarder directement. « Je sais, mais j'en ai envie », répondit-il. Ils restèrent en silence pendant quelques secondes. Puis elle sourit, ce demi-sourire de travers qu'il aimait tant. « Vous devenez dangereux, Gabriel. Vous ne me mettez plus en colère comme avant. » Il laissa échapper un petit rire. « Peut-être que j'apprends à être humain. » Et là, sur le trottoir froid, deux mondes complètement différents commençaient vraiment à se rencontrer. Pas avec des baisers, mais avec des actions. Pas avec des promesses, mais avec des changements. Gabriel commença à écouter davantage. Il réduisit son temps de travail. Il commença à emmener Noah au rassemblement, au centre communautaire. Et pour la première fois depuis longtemps, le père et le fils riaient ensemble, sans avoir besoin de jouets chers ou de sorties luxueuses. Tout était simple et pourtant si puissant. Émilie changea elle aussi. Elle commença à refaire confiance, à se laisser rire davantage, à partager ses peurs, ses rêves et même ses projets. Petit à petit, l'image du milliardaire distant fut remplacée par celle d'un homme qui essaie. La transformation ne consistait pas à ce qu'elle devienne plus raffinée ou qu'il devienne un type ordinaire. Il s'agissait de trouver un terrain d'entente où le respect, l'affection et l'honnêteté étaient plus importants que les différences sociales. Un après-midi, alors qu'il préparait un atelier de jouets recyclés, Noah s'approcha d'Émilie et dit avec cette honnêteté que seuls les enfants possèdent « Tu es la personne la plus cool que j'ai jamais rencontrée. On dirait même pas que tu es une grande. » Émilie sourit, s'accroupissant pour le regarder dans les yeux. « Et toi, tu es le garçon le plus intelligent du monde. Ne le dis pas à ton père ou il sera jaloux. » Noah rit et Gabriel, écoutant de loin, sourit discrètement. Ce soir-là, chez lui, il trouva une photo imprimée de la vidéo de la fête costumée. Émilie à genoux, flacon pulvérisateur à la main, badge autour du cou, et lui-même riant, inconscient de l'erreur qu'il commettait. Il plaça la photo dans un cadre. À côté, il ajouta un mot manuscrit qu'elle lui avait donné il y a longtemps. « Si vous voulez me trouver, je serai là où les choses simples comptent encore. » Gabriel tint le cadre à deux mains. Il avait acheté des entreprises, construit des gratte-ciel, remporté des prix. Mais maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était apprendre à vivre dans ce monde de choses simples où Emily Lane régnait sans avoir besoin d'un trône. Parce que parfois, il faut perdre le contrôle pour trouver ce qui compte vraiment. Et à ce moment-là, il savait que s'il y avait encore une chance avec elle, il ne la laisserait pas s'échapper. Les lumières de l'auditorium étaient presque toutes éteintes.
À l'exception d'un projecteur chaleureux sur la scène où Émilie disposait des vases en verre recyclés et des lampes fabriquées avec des bacs à glace. L'événement de ce soir-là serait la première grande exposition communautaire de la ville sur le design durable. Son idée avait pris vie grâce à l'aide de dizaines de bénévoles et d'enfants du quartier. C'était étrange d'être là, étrange et merveilleux. Un espace qui semblait autrefois réservé aux riches et aux puissants était maintenant rempli de chaises en plastique, de banderoles en papier et de dessins scotchés au mur. Et même si c'était simple, l'endroit était bondé. Journalistes, mères avec leurs enfants, petits entrepreneurs, tout le monde voulait voir le travail de la fille qui avait commencé avec une serpillière et était devenue un symbole de créativité. Gabrielle arriva 10 minutes avant le début. Pas de garde du corps, pas d'entourage, juste lui portant une chemise légère, un pantalon habillé sans veste et un regard qui disait qu'il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il ressentait. Il s'assit au dernier rang, regardant Émilie sur scène avec la concentration de quelqu'un qui regarde une pièce de théâtre. Il la vit ajuster la bannière qui disait « Exposition créative fait main », s'agenouiller pour placer une sculpture faite de couverts tordus et sourire à un enfant courant dans l'allée avec un dessin à la main. Puis toutes les lumières s'allumèrent. Le public applaudit et Émilie s'avança au centre de la scène avec un micro. Sa voix, bien que stable, était chargée d'émotion. « Bonsoir. Tout d'abord, si vous êtes venu ici en vous attendant à un événement chic avec un bar à cocktails et de la musique live, je suis désolé de vous décevoir, mais si vous êtes venu chercher de l'inspiration, des histoires vraies et des idées qui conviennent à la fois à votre budget et à votre cœur, alors oui, vous êtes au bon endroit. » Le public rit, de ce genre de rire qui cache l'admiration. Émilie continua. « Tout ce que vous voyez ici a été fabriqué avec des matériaux de récupération et avec quelque chose que vous ne pouvez acheter dans aucun magasin, le désir de faire une différence. Je n'ai pas de diplôme de design. On ne m'a jamais appelée influenceuse, mais j'ai appris que parfois, ce que nous faisons avec ce que nous avons est plus puissant que ce que nous achetons avec ce qui nous reste. » Le public applaudit encore plus fort cette fois. Gabrielle déglutit difficilement. À ce moment-là, il le vit clairement. Émilie n'avait plus besoin de son approbation. Elle ne dépendait plus de sa validation, ni de celle de personne d'autre. Le monde voyait enfin ce qu'il avait eu trop peur d'admettre. Elle était extraordinaire, et il avait été trop petit quand cela comptait le plus. L'événement se poursuivit avec des spectacles d'enfants, de courtes vidéos des coulisses, et un moment spécial où Émilie invita certains des résidents qui avaient aidé à construire le projet à la rejoindre sur scène. Chacun partagea son histoire. Une femme de 70 ans raconta comment elle avait appris à rêver à nouveau. Un ancien peintre en bâtiment montra ses œuvres d'art faites avec des restes de peinture trouvés à la poubelle. Une adolescente qui avait failli quitter l'école raconta comment Émilie l'avait encouragée à transformer ses vieux cahiers en art. Il n'y avait pas de musique de fond, ni d'effets de spéciaux, mais chaque histoire frappait droit au cœur. Le genre de coup qui vous change, qui vous réveille. Après presque 2 heures, les gens commencèrent à dire au revoir. Émilie, fatiguée mais heureuse, s'assit au bord de la scène, enleva ses chaussures serrées et se frotta les pieds endoloris. C'est alors qu'elle entendit des pas s'approcher. Elle regarda dans l'allée centrale et il était là. Gabriel, sérieux, son regard fixe, sans peur, quelque chose de différent, quelque chose de plus ouvert. Elle soupira mais ne se leva pas. « Venue voir si je suis vraiment douée avec le verre et la colle chaude ?» demanda-t-elle sans vraiment le regarder. « Non, je suis venue voir de mes propres yeux ce qui était déjà évident. Vous avez construit quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'ai jamais fait. » Elle esquissa un léger sourire. « C'est bon à savoir. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le dire tout haut quand les gens prétendent que j'ai réussi grâce à votre nom. Vous vous êtes élevé parce que vous n'avez jamais eu peur de commencer d'en bas, dit-il en s'approchant. Et moi j'avais peur. Peur d'être vu avec vous en public. Peur de paraître faible. Peur de ce que les gens diraient. Et dans cette peur, je me suis perdu. » Émilie leva les yeux. Ils étaient brillants, mais il n'y avait aucune amertume dedans. Juste de la fatigue et une trace d'espoir. Vous m'avez laissé seul quand j'avais le plus besoin de vous, Gabrielle. Et ce n'est pas parce que vous êtes là maintenant à dire toutes les bonnes choses que tout disparaît. Il hocha la tête. Je sais. Je ne suis pas ici pour demander pardon. Je suis ici pour demander une chance de faire les choses différemment. De le prouver par des actions, pas des mots. Des actions comme quoi? Comme ça.
Il sortit quelque chose de la poche intérieure de sa chemise et le lui tendit. Un document plastifié. Émilie le prit et le lut. C'était un contrat de transfert de terrain pour une propriété à la périphérie de la ville. Au bas de la page, son nom. Qu'est-ce que c'est? Une donation pour que vous puissiez construire votre propre centre de développement communautaire. Le projet Emily Lane, indépendant de moi. Aucun lien avec North Enterprise. Juste à vous. Elle resta silencieuse un long moment. Vous êtes vraiment prêt à abandonner cela sans y mettre votre nom? C'est vous qui m'avez appris la différence entre obtenir du crédit et avoir un but. Elle ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, il était toujours là, debout, attendant, vulnérable. Émilie descendit lentement de la scène et se tint face à lui. « Vous avez mis longtemps à arriver jusqu'ici. Je sais. » Elle tint le contrat, prit une grande inspiration. « Alors écoutez-moi bien, Gabriel. Je ne veux pas de fleurs ni de discours. Si vous voulez être à mes côtés, vous devrez vous asseoir par terre avec les enfants, coller du papier avec de la colle à la farine et vous promener avec des paillettes sur le front de temps en temps. Marché conclu. Et pas question d'envoyer un chauffeur. D'accord? D'accord. Par ici, on voyage à l'arrière du camion de Madame Olga quand c'est nécessaire. Compris. J'ai déjà tenu Steve sur mes genoux dans un Uber noté 3,2 étoiles. Je pense que je peux gérer Olga. Émilie sourit. Un sourire doux, clair. Le genre qui ferme un chapitre et en ouvre un autre. Là, entre des jardinières recyclées et des drapeaux en papier, sous des lumières qu'elle avait suspendues avec du fil de nylon, Gabriel et Émilie firent leur premier vrai pas. Pas un pas en arrière vers le passé, mais un pas vers ce qu'ils pourraient construire ensemble, les mains sales, les pieds sur terre et les cœurs grands ouverts. La semaine suivant l'événement fut l'une des plus calmes qu'Émilie ait vécues depuis des années. Pas parce que tout était réglé ou que la vie avait cessé d'avoir des exigences, mais parce que, pour la première fois, elle était en paix avec ses propres choix. Elle savait désormais exactement qui elle était, de quoi elle était capable, et tout le chemin qu'elle avait parcouru sans se rabaisser ni se cacher pour répondre aux attentes de qui que ce soit. Gabriel semblait lui aussi être un homme différent. Après l'événement, il commença à se présenter au centre communautaire tous les jours, parfois pour aider, d'autres fois juste pour s'asseoir à l'ombre et regarder. Il regardait les enfants rire, les femmes plus âgées peindre les murs, les adolescents transformer des canettes de soda en lampes, mais par-dessus tout, il regardait Émilie. C'était comme si voir ce monde à travers ses yeux le rendait plus humain. Un samedi ordinaire, Gabriel arriva plus tôt que d'habitude. Émilie était encore en train de balayer le hall principal quand elle le vit entrer avec Noah à ses côtés. Le garçon tenait une grande boîte avec un gros ruban rouge. « Nous avons apporté des renforts », dit Gabriel tandis que Noah s'avançait avec l'excitation de quelqu'un sur le point de révéler un secret. « C'est pour toi », annonça le garçon. « On l'a fait ensemble. » Émilie ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur se trouvait une maquette miniature du nouveau centre communautaire que Gabriel avait donné. Chaque détail étant fabriqué avec du carton maintenu par du ruban adhésif et de l'amour. Elle sourit, retenant ses larmes. « Noah, c'est incroyable. Papa a aidé pour les mesures, mais le jardin sur le toit, c'était mon idée. » Gabriel s'éclaircit la gorge, un peu maladroit. Elle a demandé quelque chose de vert. « J'ai juste fait les additions. » Émilie s'agenouilla pour serrer le garçon dans ses bras, le cœur réchauffé. « Tu devrais envisager une carrière d'architecte. Seulement si tu es ma cliente, » répondit-il les yeux brillants. Cet après-midi-là, ils passèrent des heures à construire et reconstruire de petits espaces avec des blocs de jeu. Gabriel, sa veste de costume jetée sur le dossier d'une chaise, aida Noah à coller des fenêtres sur la maquette, pendant qu'Émilie versait de la limonade d'un vieux thermos. C'était un moment simple, tranquille, intime, mais pourtant plein de sens. Ils étaient là, le milliardaire, l'ancienne femme de ménage et le garçon au cœur pur, construisant sans le savoir quelque chose qui ressemblait beaucoup à une famille. Émilie gardait toujours les pieds sur terre. Elle savait que la vraie vie n'était pas un conte de fées. Mais il était difficile de ne pas imaginer un avenir rempli de « et si cela durait ». Et s'il changeait vraiment, et si cette fois-ci une fin heureuse était réellement possible. Mais chaque colonne porte un nuage caché, et celui-là arriva le lundi. Alors qu'elle organisait des papiers au bureau de réception de fortune, Émilie reçut une enveloppe, sans adresse de retour, un papier épais scellé à la cire rouge. Quand elle l'ouvrit, elle y trouva une assignation à comparaître. Le bâtiment que Gabriel avait donné était contesté par Harper, son ex-femme. Elle prétendait que la donation violait leur accord de divorce
et qu'une moitié des actifs de Gabriel étaient encore en cours d'examen avant d'être transférés. Émilie le relut encore et encore. Les mots se brouillaient devant ses yeux, mais le message était clair. Le centre communautaire faisait désormais l'objet d'un litige juridique. Gabriel arriva 30 minutes plus tard et la trouva debout dans le couloir, l'enveloppe toujours à la main. « Vous étiez au courant ?» demanda-t-elle directement. Il fronça les sourcils, prit le papier et le lut sur le champ. Son visage se durcit. « Non, c'est un coup de Harper. Elle ne supporte pas que j'aie pris une décision sans elle. Mais vous auriez dû le voir venir. Vous saviez que cela pouvait être un problème. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Parce que je ne pensais pas qu'elle s'en prendrait à ça. Elle ne s'en est pas seulement pris au projet, Gabriel. Elle s'en est prise à moi, encore une fois. Et une fois de plus, vous êtes resté silencieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Il s'approcha, essayant de garder une voix calme. « Je vais régler ça. J'ai les meilleurs avocats. Ce sera annulé. Et en attendant, l'école que nous mettions en place ici, les cours qui commencent la semaine prochaine, sommes-nous censés attendre que les papiers signent l'espoir ?» Gabriel ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison. Non pas pour avoir donné le bâtiment, mais pour ne pas l'avoir protégé des retombées juridiques. Si vous voulez vraiment faire partie de tout ceci, Gabriel, vous devez arrêter de traiter le monde comme si c'était votre échiquier. Par ici, on joue avec des pièces cassées et on gagne quand même. Il baissa les yeux, ravalant sa fierté. Tu as raison. Je l'ai toujours été, mais maintenant, ça fait mal. Cette nuit-là, Émilie ne put dormir. Elle pensa au centre, aux enfants, aux personnes âgées, aux femmes qui comptaient sur cet endroit pour grandir et respirer. Elle pensa à la façon dont sa vie s'était transformée en une montagne russe émotionnelle sur des rails instables, et elle pensa à lui. Le lendemain, Gabriel revint, mais cette fois, il apporta Noah et un dossier. C'est le nouveau contrat. J'ai passé la nuit avec mes avocats. Le bâtiment est maintenant au nom d'une nouvelle fondation, distincte de moi personnellement ou légalement. Elle s'appelle la Fondation Lane. Tu en es la présidente. Je ne suis qu'un donateur. Émilie prit le dossier, le lut en silence, puis leva les yeux. Vous m'avez sorti de là. Non, je me suis juste écarté du chemin. Maintenant, tout est à toi. Officiellement, légalement, avec protection, comme cela aurait dû être dès le début. Elle referma le dossier, prit une grande inspiration. Merci. Gabriel fit un pas en avant, puis s'arrêta. Je n'attends rien en retour. Continue juste à faire ce que tu fais. Le monde en a besoin. Émilie hocha la tête, mais au fond d'elle, quelque chose tremblait encore. Tout n'était pas pardonné, mais peut-être que cela commençait à guérir. Le contrat signé était encore sur la table au centre communautaire, quand Émilie regarda par la fenêtre et vit Gabriel dehors, assis sur un banc en béton avec Noah à ses côtés. Ils tenaient tous les deux un sac de pop-corn et débattaient sérieusement pour savoir si une fusée faite avec une bouteille en plastique pouvait vraiment voler. Elle ne se pressa pas pour les rejoindre. Elle se contenta de regarder. Pour la première fois, elle regardait cet homme avec la liberté de savoir que ce qu'ils avaient maintenant ne dépendait ni de faveur ni de dette. Il n'était plus le patron. Elle n'était plus l'exception. Ils étaient juste deux personnes essayant de trouver leur rythme dans un monde où rien n'était prévisible. Gabriel rit. Vraiment? Il rit en renversant la tête en arrière, les yeux fermés. Noah lui donna un coup de coude, disant qu'il ne connaissait rien à la physique des jouets. Et Gabriel répondit par un acte de défaite exagérément dramatique, se laissant tomber sur le côté sur le banc. Émilie descendit les marches du perron sans être vue. Quand elle s'approcha, Noah fut le premier à la remarquer. « Émilie, papa dit que la gravité ne s'applique pas aux fusées bouteilles. » « Eh bien, répondit-elle en croisant les bras, il a peut-être raison. L'ego de certains adultes semble aussi flotter bien au-dessus des nuages. » Gabriel fit semblant d'être offensé. « C'était une pique contre moi ?» C'était presque direct. Noah éclata de rire, lançant du pop-corn en l'air et essayant de le rattraper avec sa bouche. À cet instant, ce fut comme si le temps s'était arrêté, comme si l'horloge du monde avait pris une pause généreuse pour laisser ce trio improbable créer un souvenir. Un bon souvenir du genre que l'on garde là où ça compte. Gabriel les invita tous les deux à une sortie le week-end suivant. Pas un dîner chic ou un événement mondain, juste une journée à l'extérieur de la ville, dans une ferme fruitière où les visiteurs pouvaient cueillir ce qu'ils voulaient et payer au poids. Émilie trouva l'invitation curieuse. Lui, un milliardaire dans une ferme? Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous évanouir si le sol n'est pas pavé? Plaisanta-t-elle. Seulement si je marche sur un ver de terre
et qu'il me hurle mon numéro de sécurité sociale, répondit-il. Et ils partirent. La journée était claire, le ciel grand ouvert comme il l'était rarement à cette époque de l'année. Noah courut dans les rangées de fraisiers, son t-shirt déjà taché de rouge dès la première heure. Émilie portait un large chapeau emprunté à Madame Ruth et portait un panier en osier au bras. Gabriel, lui, portait des bottes achetées juste pour l'occasion et avait l'air de faire de gros efforts pour paraître naturel, tenant son panier d'une main et chassant les abeilles de l'autre. Mais petit à petit, il se détendit. Quand Noah trébucha et atterrit dans une meule de foin en riant de lui-même, Gabriel ne se précipita pas. Inquiet, il s'assit à côté de lui et rit aussi. Émilie, à quelques mètres de là, sourit instinctivement. C'était étrange de les voir ainsi, naturellement connectés. Pas d'effort, pas de script. En fin d'après-midi, ils mangèrent du gâteau au maïs sur une terrasse en bois pendant que le soleil se couchait lentement, colorant tout en orange. C'est là, en reposant sa tête contre le banc, qu'Émilie ressentit quelque chose de nouveau. Ce n'était plus seulement de l'admiration, plus seulement de l'affection. C'était ce genre d'amour qui grandit quand on voit quelqu'un abandonner sa fierté. Pas pour impressionner, mais pour appartenir à quelque chose. Et Gabriel, il n'avait plus besoin de rien dire. Ses yeux disaient tout. C'était comme s'il regardait enfin la vie se dérouler en temps réel, sans l'épais vitrage de la précipitation et du pouvoir qui l'empêchait de voir les choses qui comptent. Sur le chemin du retour, Noah s'endormit sur le siège arrière. Émilie était assise à l'avant, regardant la route. La musique à la radio était douce. Gabriel conduisait d'une main sur le volant, l'autre reposant sur le levier de vitesse. Il y avait un silence entre eux, mais c'était un bon silence. Plainte riche, pas le genre qui rend mal à l'aise, mais celui qui apaise. « Merci pour aujourd'hui, dit-il, les yeux toujours sur la route. Vous vous en êtes bien sorti. Vous avez même cueilli de vrais fruits sans vous soucier du prix. Je dois admettre que je suis traumatisé par les fraises. Je pense que j'en ai ramassé environ 30 mauvaises avant d'en trouver une bonne. » Elle sourit. Mais ensuite, sa voix s'adoucit. « Vous voulez vraiment ça, n'est-ce pas? Vouloir quoi? Cette histoire de famille. Même après tout, vous voulez encore construire quelque chose ?» Il prit une grande inspiration. La route était longue. Les phares n'éclairaient que ce qui était nécessaire, et sa réponse fut aussi honnête que possible. « Oui, mais je ne suis pas pressé. »« Pas avec toi. » Émilie tourna la tête vers lui. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une sorte de reddition, oui, mais aussi de la tendresse. « Je ne suis pas facile, Gabriel, et je ne suis pas un trophée. La différence, c'est que maintenant je le sais. » Elle baissa les yeux un instant, puis se tourna de nouveau vers la fenêtre. Quand ils arrivèrent chez elle, Noah dormait toujours. Gabriel le porta dans ses bras jusqu'à la porte de la caravane. Émilie ouvrit délicatement et fit de la place pour qu'il puisse allonger le garçon sur le vieux canapé, recouvert d'une couverture colorée. « Il se sent chez lui ici », chuchota Gabriel. « C'est parce qu'il y a du vrai amour ici et des biscuits sandwich cachés derrière la farine, » répondit-elle. Gabriel laissa échapper un rire étouffé. « Et moi? Est-ce que je peux me sentir chez moi ici aussi ?» Elle le regarda. Elle faillit ne pas répondre. Elle fit simplement un signe de tête. Il s'approcha lentement, leurs visages n'étant qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, leur respiration synchronisée, mais ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Ce n'était pas le bon moment. Parce que quand l'amour est réel, l'attente fait partie de la construction de quelque chose de significatif. Et à ce moment-là, Émilie réalisa que le passé avait pu faire mal, mais que l'avenir était encore non écrit et peut-être enfin prêt à être réécrit. Le calme qui s'installait entre Émilie et Gabriel était comme une matinée d'automne. Chaleureux, beau, tranquillement fragile. Et comme toute saison trop calme, elle porte toujours la promesse d'un changement soudain. La vie au centre communautaire se poursuivait régulièrement. Émilie dirigeait la nouvelle section des ateliers pour enfants. Gabriel aidait à l'amélioration du bâtiment. Et Noah appelait déjà la salle principale « ma deuxième maison ». Tout semblait enfin en place. Stabilité émotionnelle, respect mutuel, confiance. Mais comme Émilie ne le savait que trop bien, quand la vie commence à sembler trop belle, c'est souvent parce que quelque chose est sur le point de s'effondrer. Tout commença par une enveloppe. Une autre, mais cette fois avec son nom écrit à la main dessus. C'était une lettre simple, un papier jauni, soigneusement plié, sans timbre de poste. Quelqu'un l'avait discrètement laissé à la réception du centre communautaire. Émilie l'ouvrit avec précaution, et dès les premières lignes, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Émilie, vous ne me connaissez pas,
Mais je connais votre histoire et je sais qui est vraiment Gabriel North, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il a détruit ma famille et maintenant il essaie de passer pour un homme bon. Ne vous laissez pas avoir. J'ai des preuves. La lettre était signée par Valérie Whitmore, un nom qu'Emily n'avait jamais entendu. Mais dans les paragraphes suivants, la femme donnait trop de détails pour avoir tout inventé. Le nom de l'entreprise dont Gabriel était associé, l'affaire de faillite de plusieurs millions de dollars qui avait touché des dizaines de familles, dont la sienne. La lettre ne se contentait pas d'accuser. Elle donnait des dates, des lieux et un contexte. C'était clair, articulé et perturbant. Emily lut chaque ligne 2 fois. Puis, sans dire un mot à personne, elle partit tôt. Elle ne voulait pas affronter Gabriel avant d'être sûre, mais elle ne pouvait pas non plus le regarder. Pas avant d'avoir compris ce qu'il y avait derrière ce morceau de papier. Cette nuit-là, elle passa des heures à fouiller dans les archives numériques de la ville, les vieux journaux, les blogs oubliés, les forums d'affaires, et c'était là. North Partners 2014. Un scandale étouffé par une bonne équipe de relations publiques. Gabriel avait quitté le partenariat des mois avant que la faillite ne soit déclarée. Officiellement, il n'avait pris aucune part à l'effondrement financier. Mais les rumeurs disaient le contraire. Certains disaient qu'il l'avait vu venir, qu'il avait vendu ses parts juste avant que tout ne sombre, évitant ainsi les blâmes et les pertes. Emily sentit une douleur froide remonter le long de sa colonne vertébrale. C'était le genre de découverte qui brisait l'image qu'elle s'était construite de lui. Et pire encore, c'était le genre de silence qui, venant de Gabriel, ne semblait pas tout à fait inattendu. Le lendemain, elle se présenta au centre communautaire comme d'habitude. Mais quelque chose manquait dans son regard. Gabriel le remarqua et essaya de s'approcher, mais elle s'écarta, l'évita. Il était confus. S'est-il passé quelque chose? Elle le regarda un instant. Elle voulait poser la question sur le champ. Mais il y avait des enfants à proximité. Pas de témoins. On parlera plus tard, fut tout ce qu'elle dit. Plus tard, après que tout le monde fut parti, elle l'appela dans une pièce vide, ferma la porte et posa lentement la lettre sur la table. Jouons à un jeu avec ceux qui lisent les commentaires. Écrivez Pepsi Cola dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, retour à l'histoire. Gabriel lut en silence. Il n'essaya pas de nier. Il ne simula pas la surprise. Il regarda simplement l'enveloppe, puis elle. Alors, tu sais, Emily croisa les bras, la respiration serrée dans sa poitrine. Vous saviez que cela existait, que cela traînait, et vous ne me l'avez jamais dit. Pourquoi? Parce que je ne pensais pas que cela avait de l'importance. Elle laissa échapper un rire amer. Aucune importance. Vous quittant une entreprise qui a ruiné des familles juste avant qu'elle ne s'effondre, et sans jamais avoir de compte à rendre. Ce n'est pas important. Je suis parti parce que j'ai vu que ça allait mal. J'ai essayé de prévenir les autres. Ils n'ont pas écouté. J'ai protégé ce qui m'appartenait. Et qu'en est-il des autres? Qui les a protégés? Il soupira, se frotta le visage, s'assit. J'ai fait ce que n'importe quel homme d'affaires aurait fait. J'ai agi dans le cadre de la loi. Emily s'approcha lentement. Mais qu'en est-il de votre conscience? Silence. Gabriel ne répondit pas, et ce silence fit plus mal que n'importe quelle confession. Elle s'assit en face de lui, le cœur déchiré entre l'amour qu'elle ressentait et le sens de la justice qu'elle avait toujours défendu. « Êtes-vous toujours le même homme qu'à l'époque » Il hésita. « Je ne sais pas. Je veux croire que non. Moi aussi. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le ciel commençait à s'assombrir. « Le problème n'est pas ce que vous avez fait dans le passé, Gabriel. C'est ce que vous n'avez pas eu le courage de me dire. Je vous ai ouvert ma vie. Je vous ai laissé entrer. Et vous avez gardé cette partie sous clé. » Il s'approcha. « J'avais peur. Peur que tout ce que nous avons construit s'effondre à cause de quelque chose que je ne savais pas comment expliquer. Et maintenant, elle se tourna vers lui, les yeux pleins. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Il prit une grande inspiration. « Tout ce qu'il faudra. » Mais elle secoua la tête et fit un pas en arrière. « Je ne sais pas si cela sera suffisant, Gabriel, parce que ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est pas d'une réponse parfaite. C'est de la vérité, et c'est quelque chose que vous ne m'avez toujours pas donné. » Gabriel resta immobile, la regardant s'éloigner, sachant qu'une fois de plus le silence, son arme la plus confortable, était devenue sa plus grande erreur. Emily quitta la pièce, quitta le bâtiment, quitta sa vie, du moins pour l'instant. Dehors, le vent soufflait fort. Les petits drapeaux à l'entrée s'agitaient comme s'ils sentaient eux aussi que quelque chose s'était brisé. Elle marcha sur le trottoir jusqu'à l'arrêt de bus,
s'assit, regarda le ciel et se demanda combien de fois un cœur peut-il être mis à l'épreuve. Dans les jours qui suivirent, le centre communautaire semblait plus vide même s'il était plein. Les cours continuaient. Les enfants couraient dans les couloirs. Noah arrivait avec ses dessins et ses idées pour de nouveaux projets. Mais Émilie était différente. Moins souriante, moins bavarde, moins présente. Elle était là, mais elle ne l'était pas. Gabriel le voyait chaque fois qu'ils se croisaient. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Son ton était plus réservé. Elle ne l'évitait pas complètement, mais elle ne le laissait pas non plus s'approcher. Et il savait pourquoi. Il savait qu'il avait brisé quelque chose, non pas par une action, mais par une absence d'action. Et maintenant, dire pardon ne suffisait pas. Il allait devoir le montrer, le prouver, et peut-être par-dessus tout le mériter. C'est un mercredi après-midi qu'il décida de faire la seule chose qu'il savait vraiment faire. Utiliser son pouvoir pour réparer ce qu'il avait aidé à casser. Mais cette fois, ce serait différent. Pas de projecteur, pas de communiqué de presse, pas d'implication de l'entreprise. Gabriel retourna dans le même quartier où, il y a des années, l'effondrement de son ancienne entreprise avait provoqué une vague de pertes d'emplois et de désespoir. Le secteur portait encore les cicatrices. Magasins fermés, bâtiments abandonnés, familles endettées. Il ne se présenta pas en costume cher ou avec des discours préparés. Il portait un jean, une chemise aux manches retroussées et tenait un dossier sous le bras. Il frappa aux portes, parla à des gens qu'il n'avait pas vus depuis 2014. Il écouta des histoires qu'il ne voulait pas entendre. Des gens qui avaient tout perdu, des gens qui ne s'en étaient jamais remis, des gens qui n'avaient pas oublié. Et surtout, des gens qui disaient « Vous saviez, vous n'avez juste pas voulu vous impliquer ». Il ne discuta pas. Pas là, pas avec eux. Il écouta simplement, prit des notes, non par non, cas par cas. Puis il rentra chez lui et passa 2 jours entiers avec une équipe juridique à revoir les vieux contrats, à analyser les dossiers oubliés, à rassembler tout ce qui pouvait encore être réparé. Gabriel North, le milliardaire qui avait l'habitude de sous-traiter tout effort émotionnel, créait maintenant personnellement un fonds de compensation avec son propre argent. Pas d'avantages fiscaux, pas de campagne publique. Le projet reçut un nom « Nouveau départ ». Avec ce fonds, les anciens employés lésés par les erreurs de l'entreprise auraient accès à des microcrédits, à une reconversion professionnelle, à des logements subventionnés et à des conseils. Ce n'est qu'après tout cela, après avoir eu quelque chose de réel à offrir, que Gabriel alla voir Émilie. Elle était dans la pièce du fond, en train de trier des dons. Le carton de vêtements était plus lourd qu'il n'en avait l'air, mais elle le portait d'un pas assuré. Il s'arrêta sur le pas de la porte, silencieux pendant quelques secondes. « Vous n'abandonnez pas facilement, n'est-ce pas ?» dit-elle sans lever les yeux. « Pas quand il s'agit de vous. » Elle finit d'empiler les manteaux, s'essuya les mains sur un torchon et se tourna vers lui. « Alors, vous êtes ici pour m'expliquer à nouveau pourquoi vous m'avez caché votre passé ?» Il fit un pas en avant, mais s'arrêta à quelques mètres, yeux dans les yeux. « Non, je suis ici pour vous montrer ce que j'en ai fait. » Gabriel posa le dossier sur la table, l'ouvrit, sortit une épaisse enveloppe marquée d'un sceau légal, puis un carnet rempli de notes. Enfin, une carte avec un titre bleu imprimé dessus. Fonds de réparation communautaire, nouveau départ. Émilie feuilleta les documents en silence. Elle lut les noms de ceux qui en bénéficieraient. Elle reconnut certaines des entreprises impliquées, vit les montants, les clauses, les signatures. « Vous avez fait ça tout seul ?» « Avec l'aide de gens bien. Mais oui, j'ai commencé parce que j'avais besoin de faire ce qui est juste. Parce que même si le monde ne l'a jamais demandé, ma conscience, elle, le ferait toujours. » Elle ne dit rien. Elle continua simplement à tourner les pages. « Pourquoi maintenant ? Parce que ce n'est qu'après vous avoir rencontré que j'ai compris que faire ce qui est juste, ce n'est pas seulement éviter ce qui est mal. C'est aller aussi loin qu'il le faut pour réparer ce que nous avons brisé. » Elle le regarda, les yeux plus doux maintenant, mais toujours prudent, comme quelqu'un qui a déjà souffert. « Et qu'attendez-vous de tout cela, Gabriel ? Un merci, un pardon ?» Il secoua la tête. « Non. Je voulais juste que vous sachiez que ce n'était pas que des mots. Que j'ai entendu ce que vous avez dit. Et pour la première fois, j'ai fait quelque chose. Pas pour moi, mais pour tous ceux que j'ai blessés en chemin. » Elle referma le dossier, posa ses mains dessus et prit une grande inspiration. « Vous savez ce que j'admire le plus dans tout ça ? Quoi ? C'est que vous ne l'avez pas publié, pas enregistré, que vous n'en avez pas fait une sorte de marketing personnel. Vous l'avez juste fait et ça, c'est rare. » Gabriel esquissa un léger sourire de soulagement, mais il ne s'approcha pas.
Je ne sais pas si cela change ce que vous ressentez pour moi. Ça le change, dit-elle sincèrement. Vraiment. Elle fit 2 pas en avant jusqu'à être juste devant lui et d'une main toucha doucement sa poitrine. Mais c'est encore effrayant. Il hocha la tête. Pour moi aussi. Émilie sourit pour la première fois depuis des jours. Un sourire timide, honnête. Peut-être que nous sommes encore en chantier. Vous avez toujours aimé transformer les lieux, n'est-ce pas? Les lieux, les gens, les cœurs. Mais je ne reste que si les fondations sont solides. Et le sont-elles maintenant? Elle le regarda, tout ce qu'il représentait, tout ce qu'il avait fait. Qu'avec un petit signe de tête, elle répondit. Elle commence à l'être. Gabriel ne l'enlaça pas, ne l'embrassa pas. Il lui tint simplement la main. Et dans ce geste simple, il y avait plus de promesses que dans 1000 discours. Leur nouveau départ avait enfin commencé. Gabriel tenait la main d'Émilie comme on tient quelque chose de rare. Pas avec force, mais avec intention. C'était un petit geste, mais rempli de tout ce qu'ils avaient traversé. Les doutes, les silences, les faux pas, les excuses muettes. Ils restèrent là un moment sans bouger, sans parler, juste en ressentant. Lentement, Émilie posa sa tête sur son épaule. Cet acte simple fit apparaître un petit sourire presque enfantin sur le visage de Gabriel, comme s'il avait peur que même une respiration trop forte puisse gâcher l'instant. Ce soir-là, il ne partit pas. Ce n'est pas qu'il soit resté dans un sens romantique. Ce n'était pas ce genre de présence. Il resta simplement là, assis sur le perron du centre communautaire, discutant avec elle sous le ciel dégagé. Tous les deux partageaient une bouteille de thé glacé et de vieilles histoires. Émilie parla de son père qui avait disparu quand elle était petite. Comment elle avait appris à réparer la plomberie de la caravane toute seule, grâce à des tutoriels en ligne, et la fois où elle avait pleuré en cachette parce qu'un professeur lui avait dit qu'elle n'irait jamais loin en portant un uniforme de concierge. Gabriel écoutait comme on écoute une chanson qu'on ne veut pas voir finir, et pour la première fois, il partagea des détails qu'il n'avait jamais racontés à personne. Il parla du vide de grandir entouré d'argent, de la froideur de ses parents, de son mariage avec Harper, qui avait toujours été plus une affaire commerciale qu'une union des âmes, et de la peur constante de ne jamais être à la hauteur, même quand il avait déjà tout. C'est là, entre les histoires partagées et les silences réconfortants, que leur amour prit une nouvelle profondeur. Ce n'était plus cet amour enchanté des regards curieux ou des flirts maladroits. C'était un amour mûr, conscient, engagé. Le lendemain, Noah se présenta avec un grand carton. « Je veux vous montrer mon nouveau projet », annonça-t-il en souriant. C'était un grand dessin coloré, où lui, Émilie et Gabriel se tenaient côte à côte devant une maison au toit rouge avec un chien, manifestement Steve, sautant dans le jardin. « C'est notre maison pour quand vous serez mariés. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de surprise. Gabriel s'éclaircit la gorge, essayant de cacher sa réaction. « Ah oui ?» demanda-t-elle, essayant de rester légère. Noah hocha la tête, très sûr de lui. « J'ai déjà décidé que vous deviez être ensemble. Et je t'aime bien, Émilie, plus que les autres petites amies que papa avait avant. Tu es différente. Tu écoutes. Tu ne me traites pas comme un gamin idiot. Et papa, il est meilleur quand il est avec toi. » Gabriel ne dit rien, mais Émilie remarqua qu'il déglutit avec peine. Noah les regarda tous les deux et ajouta « Alors, c'est quand le mariage ?» Émilie et Gabriel se regardèrent, surpris par l'honnêteté du garçon, mais aussi touchés. Ce n'était pas une pression, c'était un souhait pur, enfantin certes, mais vrai. Émilie s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Eh bien, c'est quelque chose dont nous devons parler avec soin. Tu sais, la planification prend du temps. Mais vous vous aimez déjà, n'est-ce pas ?» Elle regarda Gabriel. Il lui rendit son regard et répondit sans hésitation « Oui, nous nous aimons. » Émilie resta silencieuse un instant, laissant le poids de cette phrase simple s'installer. Puis elle regarda Noah et sourit. « Alors je suppose que tu peux commencer à dessiner les invitations. » Le garçon célébra la nouvelle comme s'il venait de recevoir un cadeau de Noël en avance, courant en rond avec son dessin dans les mains. Émilie et Gabriel rirent, pris entre le soulagement et la surprise. Après cela, tout commença à se mettre en place avec une aisance qui semblait presque magique. Gabriel commença à passer plus souvent à la caravane, parfois pour le dîner, parfois juste pour entendre Émilie fredonner en cuisinant. Il proposa de rénover l'endroit, mais elle refusa. Cet endroit a une histoire. Si jamais nous emménageons ensemble, nous construirons quelque chose de nouveau ensemble. Mais ça, ce sont mes fondations. Gabriel respecta cela. Et en vérité, il commençait à apprécier ce monde plus simple.
Il apprit à utiliser de vrais outils, répara un vieux meuble avec l'aide d'une des vidéos de Noah et fit même brûler le riz en essayant de surprendre Émilie avec un déjeuner. Il n'avait plus besoin de grands gestes. Ils étaient connectés par les petites choses, les petits actes, les cadeaux. Un vendredi soir, Gabriel l'emmena faire une promenade dans un jardin botanique qui n'ouvrait la nuit que pour des occasions spéciales. Des lanternes éclairaient les sentiers et le parfum des fleurs était puissant dans l'air. Au bout du chemin se trouvait une petite serre en verre avec des bancs. À l'intérieur, un arrangement simple les attendait. Des marguerites, les préférées d'Émilie. Elle sourit en le voyant puis se tourna vers lui. Tout ça juste pour me demander en mariage, Gabriel North. Il sourit aussi, mais il ne répondit pas. Au lieu de cela, il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague délicate avec une petite pierre bleue de la même nuance que ses yeux. « Non, c'est juste pour te montrer tout ce que tu comptes pour moi. La demande, ça viendra plus tard. » Elle prit la bague avec précaution, comme si elle tenait quelque chose de bien plus précieux qu'un bijou. « Elle est magnifique. Elle te ressemble. » Elle le serra fort dans ses bras, là, pleinement, sincèrement. Et tandis qu'il restait là, entouré de fleurs, de lumières douces et du silence que seuls les cœurs comblés peuvent créer, une chose devint claire. Le pire était derrière eux. Ce qu'ils avaient maintenant, c'était un avenir. Par un lundi matin nuageux, Émilie arriva tôt au centre communautaire pour préparer le nouveau cours de jardinage avec les enfants. C'était une journée normale, comme tant d'autres depuis que la paix s'était installée, du moins en apparence. Noah courut vers elle avec son sac à dos ouvert, sortant des dessins avec des graines collées sur du coton humide. Gabriel devait arriver plus tard pour aider à peindre les pots de fleurs. Émilie avait ses gants, les mains dans la terre, quand le téléphone sonna. C'était Rachel, l'une des assistantes de North Enterprise. « Émilie, est-ce que Gabriel est avec toi ?»« Non. Il a dit qu'il serait là vers 10 heures. »« Pourquoi ?» À l'autre bout, la voix de Rachel était urgente. Et il a eu un accident de voiture en venant au bureau. Émilie se figea un instant. Le monde sembla ralentir. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce qu'il va bien ?» Il est conscient, mais il a été transporté à l'hôpital. Il pleuvait beaucoup et la voiture a fait de l'aquaplaning. Il a fait une embardée pour éviter un autre véhicule. Le choc a été violent. Émilie raccrocha avant d'entendre la suite. Elle lâcha tout. Demanda à Madame Ruth de surveiller Noah et courut. Les rues semblaient plus longues, plus bruyantes, plus lointaines. Dans le taxi, elle tremblait. La peur, l'incertitude, le souvenir de tout ce qu'elle avait déjà perdu dans sa vie. Tout revenait d'un coup, comme si quelqu'un avait forcé la porte d'une pièce verrouillée. Elle arriva à l'hôpital, le cœur battant, demanda à la réception, fut emmenée au 2e étage. Quand elle entra dans la chambre, elle vit Gabriel allongé là, le bras bandé, quelques éraflures sur le visage et un regard fatigué, mais vivant. Elle se précipita vers lui. « Tu as perdu la tête ?» fut la première chose qu'elle put dire, les yeux pleins de larmes. « N'était-ce pas suffisant de t'avoir presque perdu une fois ? Maintenant, tu veux me faire mourir de peur ?» Gabriel esquissa un faible sourire. « Je voulais te voir ce matin. J'allais t'apporter du café et du pain au fromage de cet endroit que tu adores. Et tu as pensé qu'il fallait retourner une voiture pour ça. Je voulais juste accélérer la surprise. » Elle lui serra fermement la main, s'assit au bord du lit, prit une grande inspiration. « Quand ils m'ont appelé, pendant une seconde, j'ai cru que j'allais te perdre à nouveau et j'ai réalisé que je n'étais pas prête pour ça. » Il se tourna vers elle. Son regard était intense malgré la douleur. « Émilie, épouse-moi !» Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Pas de fleurs, pas de nouvelles bagues, pas de lumière dans le jardin, juste ici avec l'odeur des antiseptiques et l'air de l'hôpital. Mais honnête, toi et moi de la manière la plus vraie possible. Émilie sentit sa poitrine se serrer. Et puis elle s'ouvrit. « Tu es sûr que tu veux vraiment faire ta demande tout amochée et les cheveux en bataille ? Eh bien maintenant j'ai une excuse. Si tu dis non, je pourrais mettre ça sur le compte de la commotion. » Elle rit, les larmes coulant sur son visage. « Oui, Gabriel. Oui, mais pas seulement parce que tu le demandes maintenant. Oui, parce que j'avais déjà dit oui il y a un moment. J'avais juste besoin que tu sois l'homme que tu es aujourd'hui. » Il poussa un soupir de soulagement et sourit. À ce moment-là, Noah entra en courant dans la chambre avec un nouveau dessin à la main. « Vous vous êtes mariés ?» Émilie et Gabriel se regardèrent. « On l'a fait, » dit-elle. « Juste ici. » Noah grimpa prudemment sur le lit, les serrant tous les deux dans ses bras. « Maintenant, nous sommes officiellement un trio. » Gabriel rit malgré la douleur. Émilie posa sa tête sur son épaule. Et là, dans la chambre 208 d'un hôpital ordinaire, sans décoration, sans fleurs, sans musique,
Ce que beaucoup appelleraient le moment le plus important de leur vie venait de naître. Non pas à cause de la demande, mais parce que pour la première fois, il n'y avait plus aucun doute. Ils s'appartenaient l'un à l'autre, et ils étaient prêts à construire ensemble tout ce qui viendrait ensuite. Le temps sembla s'écouler différemment après cette journée à l'hôpital. Gabriel eut besoin de 2 semaines de repos à cause d'une fracture au bras, mais il ne laissa pas cela l'éloigner de sa routine. En fait, il commença à se montrer encore plus au centre communautaire. Désormais, avec Noah toujours à ses côtés et tenant presque toujours la main d'Émilie, si le lien entre les trois était déjà beau auparavant, il était maintenant manifestement indestructible. Ce n'était pas seulement l'accident qui avait changé quelque chose, c'était la certitude. Quand la peur avait frappé à la porte, Émilie avait réalisé qu'elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans lui. Et Gabriel, pour la première fois, cessa d'essayer de contrôler le temps, l'avenir et toutes les possibilités. Il choisit simplement de vivre. « Je ne veux pas d'un mariage dans un hôtel 5 étoiles », dit Émilie un après-midi, alors qu'ils organisèrent de la paperasse sur le porche du centre. « Et tu n'en auras pas », répondit Gabriel avec un sourire, « à moins que l'hôtel n'accepte un paiement en pots de fleurs recyclés et en dessin de Noah. » Elle rit sans hésiter. « Je veux quelque chose qui soit à nous, quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui corresponde à ce que nous sommes. » Et c'est ainsi qu'ils décidèrent que le mariage aurait lieu dans l'arrière-cour du centre communautaire avec des tournesols plantés par les enfants, des petits drapeaux faits de chutes de papier et des chaises empruntées aux voisins. Gabriel refusa de louer un costume coûteux. Il voulait porter une simple chemise en lin clair assortie à la robe d'Émilie, également simple, cousue par la donatrice Ruth et soigneusement retouchée par l'une des élèves de couture. Noah se chargea des invitations. Il fit chacune d'elles à la main, avec des crayons de couleur et des paillettes. Beaucoup de paillettes. Il invita des amis d'école, le gardien du supermarché, la dame qui vendait des bonbons au coin de la rue et même le chauffeur de bus qui passait devant la caravane d'Émilie tous les matins. « C'est un mariage », disait-il. « Tout le monde doit savoir que le vrai amour existe. » Et c'était vrai. Le grand jour, le soleil sortit timidement. Le genre de lumière qui ne brûle pas, mais réchauffe. Les enfants couraient dans la cour en tenant des paniers remplis de pétales en papier. Steve le chien portait un petit nœud papillon bleu parce que, selon Noah, tout témoin se doit d'être élégant. Émilie marcha lentement entre les rangées de chaises. Sa robe blanche était légère avec des détails en dentelle sur les épaules et un simple ruban autour de la taille. Ses cheveux étaient attachés dans son habituel chignon désordonné, mais avec une petite fleur sur le côté gauche, une touche de Noah. Les gens se levèrent. Gabriel se tenait à l'autel improvisé, parvenant à peine à contenir son sourire. Il portait la chemise en lin clair, un pantalon beige et avait des yeux qui pétillaient. Il n'avait jamais semblé si calme, si complet. Quand Émilie l'atteignit, il murmura « Tu es magnifique. »« Tu es vivant », répondit-elle, ce qui est déjà un miracle en soi. Tout le monde rit. La cérémonie fut émouvante mais légère, sans moments excessifs. Un voisin de la communauté, qui était aussi pasteur, dirigea les vœux avec chaleur et simplicité. L'amour qui commence au sol, littéralement avec une serpillière à la main, peut devenir le plus fort de tous parce qu'il a déjà prouvé qu'il peut survivre à la poussière, aux faux pas et même aux chutes. Gabriel et Émilie, vous êtes la preuve que l'amour n'a pas besoin de luxe, seulement de vérité. Noah apporta les alliances. Elles étaient dans une petite boîte qu'il avait fabriquée lui-même en bois recyclé avec E+G, gravée à la pointe d'un compas. Gabriel fit glisser la bague au doigt d'Émilie avec un regard assuré. « Je promets d'être l'homme que tu m'as appris à être et de t'aimer avec le même respect que tu m'as donné, même quand je ne le méritais pas. » Émilie, les mains légèrement tremblantes, plaça la bague au doigt de Gabriel. « Je promets de rire avec toi, de grandir avec toi et de continuer à te dire la vérité, même quand tu ne voudras pas l'entendre. » Les invités applaudirent. Steve aboya. Les enfants lancèrent les pétales et leur baiser vint naturellement comme tout ce qu'il y avait entre eux. Réel, fort et sincère. La réception fut un mélange de célébration et de vie communautaire. Il y avait un gâteau au sommet un peu de travers, du soda dans des gobelets en plastique, de la musique jouée par un guitariste local et beaucoup de danse au milieu de la cour. Noah fit un discours, écrit à la main et avec quelques mots inventés, disant que maintenant sa vie était un peu plus colorée et avait un goût de pain au maïs. Émilie est ma maman de cœur et maintenant, papa a quelqu'un pour lui dire quand il a tort. Je pense que c'est important.
Émilie pleura. Gabriel aussi. À la fin de l'après-midi, quand la plupart des invités furent partis, ils s'assirent tous les trois ensemble sur les marches du centre communautaire, pieds nus, se tenant par la main. « Tu sais, » dit Émilie en regardant le ciel changer de couleur, « parfois j'ai encore l'impression de rêver. » Gabriel lui jeta un coup d'œil. « J'ai rêvé de toi pendant longtemps. Je ne savais juste pas que tu avais un nom et un chignon désordonnés. Et une serpillière, ajouta-t-elle en riant. Surtout la serpillière. » Noah, allongé la tête posée sur leurs genoux, regarda le ciel et chuchota. « Vous pensez que j'aimerais comme ça un jour, moi aussi ?» Émilie et Gabriel se regardèrent. « Tu aimeras, » répondit Gabriel, « mais tu dois commencer par aimer qui tu es. Et ne laisse jamais personne te convaincre que tu vaux moins simplement parce que ta chemise est froissée ou que tes chaussures ne sont pas neuves. » ajouta Émilie. Noah sourit, somnolent. « D'accord alors, mais quand je me marierai, je veux des brigadeiros à ma fête. »« D'accord ? Marché conclu, » dirent-ils tous les deux en même temps. Là, entre les rires, les morceaux de confetti et la douce lumière du soir, un nouveau chapitre commençait. L'histoire qui avait commencé par un malentendu, un sol sale et un regard de travers, se fermait maintenant par un baiser d'amour, un oui lourd de sens et un garçon enveloppé dans leurs bras. Ce n'était pas un conte de fées, c'était mieux, c'était réel. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Gabriel et Émilie? Partagez vos impressions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires. Et n'hésitez pas à découvrir d'autres récits touchants juste ici à la fin. God. It's fine. It's fine because this isn't functioning anymore, so it's okay. No, this is fine because we don't need spent nuclear waste any longer. We're done with spent nuclear waste. It's okay, everybody. It's okay. Are you doing okay? Yep. Is everything all right? No, I'm doing great. I'm doing great. I got this. I got there's this. 0.82 on there. Okay. I've got this. This is fine. I'm just observing at this point. Like, this is wild. No, it's okay. We're good because it's going into there. Yes, it's going to get processed. And then we just need to get a little bit of energy going in here. Don't you have... Is this... You've crossed the beams. You've got... polonium now in the one where it's supposed to go to the spent nuclear waste or something? Oh, no, it's fine. It's fine because... What have you done? We're not generating spent waste anymore, so it's fine. We're not generating spent waste. It's okay. Don't worry about it. Who the hell does that? Don't worry. Why is it that Stop worrying. Why is it that you have at least a basic level of competence all up until there's a point where suddenly we're dealing with radiation and spent fuel, and then suddenly you go ham-brained? What the hell? Just sometimes the pipes, they just... The radiation got to my brain, get yes. to your head? Yes, it did. It's fine. It's fine. Okay. It's fine. Okay, so All we're gonna do that, okay. and then I gotta make another flux. It's fine because we're not generating, like I said, we're not generating any more spent fuel. It all is gonna go into here, so it's okay. Okay. We do need to cap this, I think, probably some point, but all right. So you should have power. Only 3 hours don't you and have 15 power? minutes left before the irradiation goes away. We're on our way. Okay, it's cool. It's cool. Wait, so why don't you have the... Oh, yeah, I need to send it. I need to send it. That's so true. I Okay. feel like you've sent it a few times and it hasn't worked out. No, it's good. It's good. We need to do... Yeah, we have input there. Do I do a separate thing? No. We're good. We're chilling. Okay. This will be good. So we can have this running off of that. And then we need another pylon. Yes, we must construct additional... What goes into the pylons. chemical crystallizer, or is that the output? That's the output for the antimatter. Okay, got it.
All right. Do we so need we'll to do get this power over to the here. SPS somehow? That's what I'm working on right now. That's what I'm working on right now. So we gotta do this, we gotta do this, and then that's gonna be output, which is good. Okay, epic. And then this guy can provide power to our system, and that'll be good there.